Je m'appelle Denis Choulier, je suis enseignant à l'Université de Technologie Belfort-Montbéliard. Je vais vous parler de TRIZ qui nous interpelle déjà par le nom, puisqu'on se demande bien ce que c'est, avec un acronyme comme celui-ci. D'autant plus que ça va nous amener sur de la créativité. Et donc on n'est pas forcément habitué à gérer la créativité quand on est en école d'ingénieur et quand on est dans des métiers techniques. Par contre, on est plus habitué à faire de la résolution de problèmes. Alors je vais faire un beau mélange, résolution de problèmes créative ou créativité, finalement c'est assez proche. D'autant plus que TRIZ va nous interpeller sur tout ce qu'on connaît par rapport à la créativité, et notamment va nous dire que, j'anticipe un peu sur la fin, va nous dire que finalement la créativité c'est d'abord beaucoup d'analyse. Et un problème bien analysé, c'est déjà un problème à moitié résolu. Donc on ne va pas être sur des outils de créativité complètement libres, mais plutôt sur une créativité très dirigée par l'analyse et par des processus, des procédures. Voilà, donc une créativité guidée. Alors oui, être préparé à la surprise, c'est entraîner. Être préparé pour être surpris, c'est être éduqué. Et contre la surprise, c'est être entraîné. Donc je vais essayer de ne pas vous préparer à ça, mais plutôt à ça. Donc je passe rapidement cette diapo, c'est pour vous dire aussi que je suis en train de préparer un MOOC sur TRIZ. Un MOOC, c'est un cours en ligne massif, ouvert à tous, qui interviendra en fait comme un module d'un MOOC général de gestion de projet à l'école centrale de Lille. Mais donc je passe très rapidement, c'est dans le MOOC, je parle de tout ça. Ce cours est distribué en licence Creative Commons, ça veut dire que vous pouvez l'utiliser librement, à condition de ne pas en faire une utilisation commerciale. Les objectifs sont d'une part de se faire une représentation de ce qu'est TRIZ. Qu'est-ce qu'on va dire là-dedans, quelles sont les spécificités, les concepts fondamentaux, décrire les outils, identifier des liens, différences avec d'autres approches. C'est important pour se faire sa propre idée. Et puis utiliser sur des problèmes simples 3 outils qui sont selon moi les principaux: des principes de résolution, une notion de résolution idéale et puis contradiction physique. Donc on est parti pour une bonne heure. Avant de commencer, enfin TRIZ c'est aussi un monde avec des spécificités. Si vous tapez ce mot sur internet, vous allez trouver de l'information. Et vous allez trouver le type d'information que je vais mettre sur cette planche et que je ne développerai pas plus par la suite. Alors on va déjà vous dire que ce sont des hommes. Des hommes, c'est souvent des consultants qui viennent en entreprise pour s'attaquer à des problèmes que souvent les entreprises ne savent pas attaquer seules. C'est-à-dire souvent une entreprise fait appel à un consultant TRIZ quand elle est face à des problèmes qu'elle ne sait pas résoudre seule. Donc ça a aussi l'image d'une méthode qui est destinée à des problèmes complexes, difficiles. Et l'image vient de là. Elle est parfaitement justifiée. Quand on ne sait pas résoudre un problème tout seul, on fait appel à quelqu'un qui peut avoir les méthodes pour. Mais on peut aussi utiliser cette méthode pour des problèmes relativement simples. C'est aussi une histoire. Alors elle est assez typée. Une vision de la technique, sans doute assez datée, l'URSS des années 50 à 70, 80. Donc ça nous déporte de notre monde, ça nous fait parfois un peu sourire, et pourtant c'est intéressant parce qu'original. Vous me suivez bien, on est en créativité, l'important, enfin une bonne façon d'être créatif, c'est de décaler le regard, de voir différemment. Donc on est preneur dans les résolutions de problèmes créatives et dans la créativité, on est preneur de tout ce qui va nous faire voir différemment un problème. Et ça a cette vertu-là. Et puis peu importe que ça vienne du RSS. Ce sont aussi des revendications. Alors ces revendications, on les voit dans le nom. Donc j'en parle maintenant, j'en parlerai plus. Ne comptez pas sur moi pour le prononcer. Le T de TRIZ, c'est une théorie. Théorie de résolution des problèmes inventifs. Donc ça se veut une théorie. Je vais laisser de côté ces revendications, d'autant plus que j'ai quelques préventions vis-à-vis d'elles. Par contre, on va voir des outils très concrets.
des façons de comprendre et de résoudre un problème. Donc on va s'orienter vraiment sur du concret, du pragmatique. Je ne cache pas que ma philosophie personnelle, c'est le pragmatisme. Donc c'est un ensemble d'outils, de concepts. Ils peuvent être assez riches, assez divers. Et puis on a parfois du mal à faire des liens entre ces différents outils. Donc il y a un panorama, un paysage assez large. Je vais me focaliser sur ce que je considère le cœur de la méthode. C'est la notion de contradiction, qui est ici, avec deux types de contradictions, et puis la notion de résolution idéale de problèmes qui va nous interpeller sur d'où viennent les problèmes et comment je dois les résoudre pour ne pas en créer d'autres. On reviendra dessus. Donc on va pointer sur les 40 principes, puis la résolution idéale, puis les principes de séparation. Bon, c'est simplement qu'on a besoin de certaines notions que je développe ici pour traiter ceci. Donc le cours est divisé en 3 gros chapitres, plus la synthèse, une présentation de principes, une présentation d'une méthode, d'une procédure pour résoudre idéalement un problème. Ça interpelle, hein, normalement. Et puis une méthode pour résoudre des contradictions, pour terminer avec la synthèse. Donc l'unique bonheur est dans la création. Donc des principes. C'est la partie visible de TRIZ. Vous tapez sur Internet, vous allez tomber dessus, nécessairement. Vous allez tomber sur quelque chose qui fonctionne par transposition de principes et qui vont mobiliser chez vous un raisonnement de type analogie. On n'est pas habitué aussi dans une école d'ingénieur à raisonner par analogie. Et pourtant, c'est un des ressorts de la créativité, probablement le plus important. Donc il y a une première hypothèse qui consiste à dire qu'il y a des principes communs à tous les domaines. Si je prends des domaines tels que la chimie, l'énergie, la mécanique, la médecine, la santé, le marketing, le droit, la musique, une des revendications de TRIZ et une des hypothèses consiste à dire qu'il y a des principes communs à tous ces domaines. Alors j'en prends un, je ne sais pas s'il y a des musiciens parmi vous. Vous avez là un accord de Do majeur, Do Mi Sol. Vous avez là un accord Mi Sol Do. Ici, Sol Do Mi. Le même accord. Et pourtant, il n'apparaît pas de la même façon. Un accord obtenu par renversement. On a retourné quelque chose. Eh bien, on va faire l'hypothèse qu'il y a un principe générique qui est retourné, que je peux appliquer à tous les domaines. Alors, j'aurais pu partir d'autre chose. J'aurais pu partir de là ou de là pour énoncer le principe générique. L'idée, c'est qu'on peut les appliquer partout. Il faudra voir bien sûr ce qu'ils sont. Renverser, je pourrais tout à fait imaginer renverser l'ordre de description des articles de loi dans un code juridique. Ou renverser des actions dans une stratégie marketing. Ou renverser des interventions d'intervenants multiples dans un protocole de santé. Ou le sens de rotation d'un engrenage. Ou une polarité. Ça marche? Renverser. C'est d'ailleurs reconnu dans d'autres méthodes de créativité comme étant aussi l'un des principes majeurs de la créativité. Imaginez que les choses puissent être différentes, retournées. Que ce qui est avant puisse passer après. Que ce qui est au-dessus puisse passer en dessous. C'est ça ce principe. Donc une deuxième hypothèse, c'est d'énoncer qu'il est possible d'énoncer tous ces principes, de les classer éventuellement, mais surtout de les dénombrer. 40 principes. Alors, pourquoi 40? Pourquoi pas 46? Pourquoi pas 52? Si j'utilise ces chiffres, c'est qu'il y a aussi des principes de TRIZ qui comportent 46 ou 52 principes. Et certains moins. Mais donc, on a une liste de 40. Imaginons, pour l'illustrer, imaginons que vous soyez face à un problème, un casse-tête. Si je vous dis retourner, vous allez retourner une pièce. Ou retourner des opérations, faire une opération avant une autre. Mettre la troisième pièce avant la deuxième.
Si je vous dis mettre un objet dans un autre, pour gagner de la place, vous allez tout de suite penser à regarder où sont les vides, où sont les trous. Plutôt que de vous focaliser sur les pièces, vous focalisez sur le vide, l'absence de pièces. Au passage, c'est aussi un retournement. Faire une action à l'avance. Peut-être préparer un jeu de 3 pièces d'un côté, un jeu de 3 pièces de l'autre, avant de faire l'assemblage. Changer de dimension. Alors, dimension, c'est quand on est dans un espace à plusieurs dimensions, donc x, y, z, plus ses rotations. Plutôt que d'amener une pièce selon x, l'amener selon y, ou selon x et y, ou combiner des mouvements, faire un mouvement hélicoïdal, etc. Diviser un objet. Ah oui, on est en créativité, là je me tolérerais, je me donnerais le droit de diviser les pièces, de prendre la scie. Mais bon, parce qu'on est en créativité, pour le casse-tête, normalement c'est interdit. Et puis éventuellement utiliser des objets jetables ou temporaires, peut-être prendre un bout de trousse ou une gomme pour positionner des pièces sur la table de façon à ce qu'elles aient une configuration qui me permette d'assembler la suite. Donc c'est des principes génériques. L'objectif, c'est bien d'obtenir des idées. Donc voilà la liste des 40. Ils sont très divers. Enfin, ils sont d'abord nombreux. Ils sont très divers. Certains jouent sur des principes physiques relativement génériques, tels que inverser une action, faire une protection à l'avance, travailler dans un espace équipotentiel, donc à même niveau d'énergie, éviter les changements de niveau d'énergie potentielle dans un système. Poupée russe, c'est mettre un objet dans un autre. Je vous ai dit que c'était russe. Donc ça peut être segmenter un objet. Donc ça, c'est des principes relativement génériques. Certains sont, par exemple, remplacer des lignes par des courbes, remplacer des plans par des formes incurvées, rendre des objets mobiles. Et puis à droite, des principes qui sont beaucoup plus physiques. Utiliser des systèmes pneumatiques, remplacer des éléments mécaniques par des champs électriques, électromagnétiques, magnétiques, etc. Donc là, utiliser des matériaux différents, des membranes, des matériaux poreux, et puis des choses qui relèvent des changements de phase. Donc là aussi, c'est de la physique. Donc il y a des principes relativement génériques, des principes très géométriques, des principes très physiques. Et ça donne une liste assez importante, un peu hétéroclite, mais importante. Donc vous pourrez retrouver ça sur cette liste sur plusieurs sites internet. Celui-ci, donc j'ai pas de lien avec eux, mais celui-ci est relativement bien fait, vous pourrez le trouver sans difficulté. Alors si on veut aller plus loin, on va se rendre compte aussi que ces principes, c'est plus que 40. Je vous ai donné des têtes de chapitre. Segmentation, c'est une tête de chapitre. Mais ça va se décliner en diviser un objet en pièces indépendantes, faciliter le désassemblage, accroître le degré de fragmentation. Donc ce n'est pas un principe, c'est 3. Et pareil pour d'autres. Je vais avoir comme ça non pas 40 idées, 40 générateurs d'idées, mais peut-être plus de 120 suggestions. Prenez-le comme ça, appliquez-les, sans vous poser de questions, sans se poser la question de savoir d'où ça vient, et vous allez générer des idées sur des problèmes. Alors, on pourrait faire l'exercice. On prend un objet de la vie courante, peu importe, quelque chose de pas trop compliqué, et on peut appliquer. Voilà, prenons le premier. Donc le taille-crayon. Est-ce que je pourrais segmenter le taille-crayon? Au lieu d'avoir une lame, avoir plusieurs lames? Couper la lame en plusieurs parties? Ou le corps? Ou le système de maintien, la vis? Est-ce que je pourrais extraire quelque chose? Donc faire en sorte qu'une des parties du taille-crayon sorte du taille-crayon, je l'enlève. Est-ce que je pourrais faire en sorte d'avoir une qualité très locale, d'avoir un matériau qui à un endroit soit
plus dur, plus résistant, plus mou, plus souple, plus conformable. Hein? Est-ce que je pourrais rendre le système asymétrique? Pas forcément, mais pourquoi pas? Est-ce que je pourrais, allez, allons-y, poupée russe, est-ce que je pourrais mettre un taille-crayon dans quelque chose ou mettre quelque chose dans le taille-crayon? Poupée russe. Hein? Contrebalancer une action, est-ce que je pourrais, plutôt que de couper, est-ce que je pourrais souder, ressouder, plutôt que de créer des surfaces, en rajouter, excusez-moi? Est-ce que je pourrais retourner le problème, au lieu de tourner le crayon dans un taille-crayon qui est fixe, et bien tourner le taille-crayon autour du crayon? Est-ce que je pourrais utiliser des formes courbes? Ah oui, ma lame est droite. Je pourrais tout à fait utiliser une lame courbe. Une courbe. Les trucs. Donc je pourrais imaginer comme ça beaucoup d'idées. Est-ce que je pourrais, par exemple, utiliser des matériaux poreux, tout ce qui est plein, est-ce que je pourrais le rendre poreux? J'ai un corps dans le taille-crayon, j'ai une lame, est-ce que je pourrais imaginer que la lame soit pleine de trous? Je sais pas, j'interprète, hein. Ça ne va pas forcément donner des idées. Utiliser des systèmes pneumatiques, plutôt que d'avoir des pièces rigides, utiliser des pièces souples que je viens gonfler. Changer de phase, faire en sorte que le matériau ait plusieurs, enfin que pas le matériau, que le système ait plusieurs configurations possibles, qu'à un instant la lame soit dans une position, à un autre instant la lame est dans une autre position. Vous voyez les générateurs d'idées? Alors bien sûr ça demande un peu d'interprétation, ça demande un peu d'habitude. Mais cela dit, sur ces sites ou ailleurs, vous pourrez trouver les têtes de chapitre, les sous-chapitres, et très souvent vous trouvez aussi des exemples qui vous permettent d'interpréter beaucoup mieux. Donc déjà comme ça, vous avez un outil qui est simple d'utilisation, qui peut générer plein d'idées. Si je vous avais donné la liste entre les mains, vous auriez généré chacun une dizaine, une quinzaine d'idées sur un objet simple. En ayant l'habitude, on passe assez facilement à 20 ou 25. Pas 40, pas 100, mais c'est déjà beaucoup. Et c'est beaucoup en 20 minutes, une demi-heure, quand on a l'habitude. Voilà. Donc on peut faire tomber des idées. Je suis en train de vous dire que la créativité, générer plein d'idées, c'est quelque chose de facile et que l'on peut rendre efficace et efficient. On peut générer beaucoup en très peu de temps. Ça marche pour tout le monde? Alors, en synthèse de cette partie. C'est un outil disponible, facile à utiliser, qui génère beaucoup d'idées dans un temps court. Mais ça nous questionne déjà sur la créativité, qui n'est pas un don. N'importe qui peut être créatif. La créativité, ce n'est pas réservé aux designers ou aux grands couturiers. Hein, chacun de nous peut l'être. C'est pas forcément lié à une connaissance importante d'un domaine. C'est pas une affaire d'expert. Alors attention, ne me faites pas dire non plus qu'il faut rien connaître pour être créatif. Hein. Donc il faut avoir des connaissances dans le domaine, mais sans forcément être un expert. Il faut savoir quand même interpréter les principes selon un domaine donné. Voilà, donc il faut interpréter. La créativité peut être activée aussi par ce que j'appelle des inputs, des entrées dans le processus créatif. Mais finalement, il y a d'autres outils de créativité qui fonctionnent de cette façon-là. Vous pourrez trouver dans les outils de créativité des éléments comme ceci. On n'est pas loin, substituer, combiner, adapter, c'est pas loin des 40 principes. Oui, aussi en synthèse, souvent on présente la créativité comme étant un processus dans lequel on a besoin de cadrer le problème, c'est-à-dire de le définir, de l'analyser pour ensuite générer des solutions, puis ensuite les implanter et les évaluer. Attention, je vous ai présenté un outil qui ne vous aide pas du tout à cadrer le problème. Vous l'avez vu sur le taille-crayon, je suis parti dans tous les sens. Alors que ça aurait été intéressant de définir un problème au préalable, je vous ai pris un objet sans problème.
On peut être créatif sur un objet sans problème. Ça aurait été mieux d'avoir un problème au préalable pour le cadrer, le définir. Cela dit, ça n'empêche pas de l'utiliser comme ça. C'est également un outil dans lequel on n'a aucune analyse. On n'a jamais précisé pourquoi ça fonctionnait bien ou pourquoi ça ne fonctionnait pas bien. C'est également un outil dans lequel vous n'avez aucune évaluation. Et oui, c'est un outil pour ça, et uniquement pour ça. C'est déjà beaucoup. C'est comme beaucoup d'outils de créativité qui très souvent vous disent, dans un processus créatif, il faut définir le problème, sans vous dire comment. Vous indique il faut analyser sans vous dire comment. Vous indique qu'il faut générer des solutions, et là, on vous donne plein de méthodes. Ben, celle-là, c'en est une. Et puis, ils vous disent ensuite, il faut implanter, mais là, débrouillez-vous. Voilà. Donc, c'est un outil de créativité comme un autre. Riche, efficace, mais un outil de créativité comme un autre. Alors, je dois dire que par la suite, je vais vous indiquer que cet outil est intégré dans une démarche. Donc, je vous ai proposé en premier une utilisation des 40 principes qui est une utilisation libre, comme tous les autres outils de créativité. Tout à l'heure, je vais vous dire que c'est intégré dans une démarche de résolution, dans laquelle il y aura une petite part d'analyse. Mais même si vous ne voulez pas faire la démarche d'analyse, vous pouvez l'utiliser comme ça. Alors pour la suite, je vais revenir sur la notion de problème, avec les notions de contradiction et la résolution idéale, pour essayer de faire pas uniquement de la divergence et de la génération de solutions ici. On sait que c'est faisable, on sait même que c'est facile, finalement, mais pour replacer ça dans l'ensemble et aller notamment chercher des éléments pour l'analyse d'un problème. C'est bon? Donc on y va, la résolution idéale. Je vais peut-être bousculer les convictions à ce moment-là. Qu'est-ce que c'est qu'une solution innovante? Si j'interroge des économistes, ils vont me dire une solution innovante, c'est une solution qui me rapporte de l'argent. Ils auront raison. C'est quelque chose qui me donne un avantage compétitif sur un marché. Mais c'est un terme qu'on utilise pour beaucoup d'autres choses. On dit une solution est créative. J'ai envie de dire une solution, c'est ça. C'est ça une belle solution. Ah oui, le truc qu'on aurait aimé inventer soi-même. Quand je vois une belle solution, quand je vois un bel objet, ça existe aussi. Quand je vois un bel objet, je me dis quand même assez souvent que celui qui l'a conçu, celui qui l'a mis au point, il a fait un beau travail. Et c'est ça que j'aimerais voir pour être une belle solution. Alors, sauf que la résolution idéale, ça va être de multiples choses. Ça va être vous dire ce qu'il faut viser comme objectif pour avoir une solution élégante. C'est aussi une démarche. Je ne le détaille pas ici, je le détaillerai tout à l'heure. Une démarche avec des étapes, des passages entre les étapes, éventuellement un retour, des étapes en parallèle, donc une procédure. Oui, une procédure pour résoudre des problèmes. Mais c'est aussi, et c'est là qu'il faudra discuter, j'y vais d'emblée, c'est aussi un garde-fou contre la complexification. Allons-y simplement. C'est facile d'imaginer un système complexe. Votre taille crayon tout à l'heure. C'est facile d'imaginer mettre des super matériaux, des alliages à mémoire de forme, de mettre des capteurs, de mettre un moteur, un actionneur, de mettre de l'intelligence, et puis de le connecter à votre smartphone. Ça, c'est facile à imaginer. Et vous imaginez ce qu'il faudra faire ensuite pour développer l'idée? Donc, imaginer une solution complexe, c'est très facile. Par contre, imaginer une solution simple, là, ça va être difficile. Et là, je veux précisément vous engager dans cette démarche de résolution à aller chercher des solutions pas faciles à trouver, mais qui au final se révéleront simples, lumineuses, évidentes après coup. C'est un petit peu, il y a un paradoxe, mais il faut l'assumer.
Dans cette partie, j'interroge d'où viennent les problèmes. Prenons la lampe à incandescence d'Edison, qui est ici. Superbe objet, superbe invention. Le truc qui a lancé une entreprise. Enfin, entre parenthèses, Edison, l'homme qui a déposé 1000 brevets. 1000 collaborateurs aussi, mais ça on ne le dit pas. Il s'approprie un peu le boulot des autres. Mais cet objet, pour nous maintenant, c'est un objet complètement dépassé, obsolète, inefficace, plein de défauts. Alors qu'à son époque, c'était un objet parfait. Sauf que cet objet parfait, il était une réponse à un enjeu, c'est clair, mais il a créé des nouveaux problèmes qui ont été résolus successivement par d'autres générations de lampes. Et on peut parier que celle-ci va à nouveau être améliorée. Je suis en train de vous dire qu'un objet parfait n'existe pas, que quel que soit l'objet que vous avez, le système, ça peut être un système de production, ça peut être un objet, peu importe, ça peut être une organisation, c'est jamais parfait, c'est toujours améliorable. Et je suis en train de vous dire que le problème qui existe là, c'est des problèmes qui sont hérités par les générations précédentes. C'est des problèmes qui proviennent d'une histoire. Ça marche ? Donc on a des produits, des procédés, des organisations qui sont toujours meilleurs, mais qui forcément, comme ils seront meilleurs après que maintenant, sont forcément imparfaits maintenant. Ça questionne aussi. Le produit parfait n'existe pas. Je peux faire n'importe quoi, je vais créer des objets qui mériteront une démarche d'amélioration par la suite. Je prends maintenant des démarches. Alors à gauche, vous retrouvez, je pense que vous connaissez le PDCA, Plan, Do, Check, Act. C'est des démarches d'amélioration continue assez courantes en entreprise. Donc planifier, développer, contrôler, ajuster, acter. Donc quelque chose qui boucle. Je vous ai représenté en haut à droite une vision d'un processus de résolution de problèmes. Cadrer, analyser, générer des solutions, implanter, recadrer. Ou ici une démarche de conception. Alors peu importe les termes, on retrouve globalement les mêmes actions, simplement dans certaines représentations elles sont regroupées dans une même bulle alors que dans d'autres représentations elles sont éclatées. Mais l'important c'est de voir que tout ça c'est circulaire. C'est aussi la conséquence de ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous pouvez faire n'importe quelle innovation sur un objet, vous n'aurez jamais un objet, un processus, une procédure, un système de production, ce ne sera jamais parfait, ça méritera toujours une amélioration continue, ou ça méritera toujours de s'attaquer à des problèmes. Et c'est toujours circulaire. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Troisième argument pour montrer l'origine des problèmes. Alors regardez bien ce qui se passe sur des concepteurs, je vais y aller à la main. Là des enfants, là des professionnels et là des étudiants. Certains sont en train de montrer des solutions, ici. Là. Ou ici. Ce qui m'intéresse c'est les autres. Qu'est-ce que vous faites? Enfin, qu'est-ce que font les autres quand leurs collègues leur proposent une solution? Oui, mais ton truc là, ça marche pas, t'as pas pensé à ça, ça va générer une interférence avec tel système. Bon, attends, là, ça va pas marcher. Ou, je t'écoute, mais j'y crois pas. Vous là en bleu, je suis sûr que vous êtes comme ça. Je suis sûr que vous critiquez toujours ce que disent vos collègues. Je me trompe? Et là-bas derrière aussi, vous critiquez toujours ce que disent vos collègues. Je dis que c'est pas forcément négatif, c'est un avis. Mais c'est bien ce vers quoi je vais vous amener.
la critique des solutions est une démarche constructive, c'est normal qu'on l'ait. Et on est tous comme ça parce qu'on sait bien au fond de nous que c'est en relevant les points à améliorer sur un système que l'on va s'orienter vers des systèmes qui fonctionneront. Donc la critique est normale. Et on est tous comme ça. Ce qui veut dire que chaque fois que vous proposez une solution, normalement, si vous ne le faites pas vous-même, votre collègue va le faire juste derrière vous pour vous dire « ta solution, pour moi, je la vois comme un problème ». Et dès qu'il prendra en compte vos arguments, il va essayer de trouver une solution que vous reverrez à nouveau comme un problème, etc. Donc on a une alternance de problèmes et solutions, ce qu'on appelle une coévolution problème-solution. Elle est normale, elle est usuelle, on l'a tous pratiquée. Mais ça questionne. C'est cohérent aussi avec l'aspect bouclé, pas de fin dans les processus de résolution de problèmes, pas de fin dans l'amélioration continue. Il y a toujours possibilité d'améliorer, mais c'est même pire que ça. Quand on améliore, on crée des nouveaux problèmes. Alors, mon hypothèse, pour expliquer ça, j'avoue que je n'ai pas trouvé grand-chose dans la littérature, c'est de dire que chaque fois que vous faites un choix, vous avez de multiples conséquences. Je vais être dans une vision très causale. Si on met en œuvre des moyens, alors on atteint un objectif. Donc chaque fois que j'utiliserai un si alors, ce sera une flèche qui montera. Donc si je choisis un matériau, alors ça sera rigide. Ce même matériau, si je le choisis, alors ça sera un bel aspect de surface, ça sera une masse, ça sera une résistance, ça sera une fragilité. Ça marche ? Le choix d'un moyen, donc je parle de matériaux, mais je crois que vous êtes dans une filière assez orientée matériaux, mais je pourrais prendre autre chose à une dimension, une épaisseur. Si je l'augmente, ça va être bon pour la résistance, la rigidité. Voilà. Mais par contre, ça va coûter plus cher, ça sera plus lourd, etc. Ça va faire ça, oui, mais ça va faire ça aussi. Donc chaque fois qu'on imagine un moyen, on génère de multiples conséquences, dont l'une de ces conséquences, c'est l'objectif que l'on cherche. Très souvent, lorsqu'on veut augmenter une épaisseur, c'est parce qu'on a derrière la tête l'idée qu'il va falloir faire plus résistant. Ou une autre raison. Hein. Mais en ayant choisi ce moyen, on génère de nouveaux effets. Si j'avais pris un autre moyen, là je vais rester un peu abstrait, mais imaginez un moyen qui permette d'atteindre le même objectif. Il y a fort à parier que ce moyen vous permettra d'atteindre des effets qui sont communs au premier. Mais il y a aussi à parier qu'il va vous générer des effets qui lui sont spécifiques. Ça marche ? Si pour une motorisation, je prends un moteur diesel, je vais avoir un certain nombre d'effets, et puis si maintenant je prends un moteur électrique, je vais avoir comme effet une limitation d'autonomie. Donc les effets qui sont ici sont liés au choix de moyens, lesquels étaient une réponse à un objectif. Et si je choisis un autre moyen pour répondre au même objectif, si j'y réponds de la même façon, je vais générer des effets qui lui sont propres. Et parmi ces effets, peut-être des effets néfastes, donc des problèmes. Vous voyez le raisonnement ? Quand j'ai un objectif, je suis obligé d'imaginer quelque chose qui permette d'atteindre l'objectif, mais par le fait que j'imagine un moyen spécifique, A, plutôt que B, eh bien, ce moyen A ou 1 va me générer des effets que je n'ai pas prévus au départ, dans mon cahier des charges, et qui pourtant seront effectifs dès lors que ces moyens seront implantés. Bon. Une voiture, ce n'est pas fait pour polluer, mais ça le fait très bien. C'est ça un effet contingent. Un effet qui n'est pas nécessaire. Et je serai en permanence là-dedans. Je pourrais même aller plus loin, je ne le fais pas dans cette diapo, mais imaginez que vous ayez cet objectif, si vous imaginez ce moyen-là, si vous générez un effet, si cet effet est néfaste, vous allez vous dire oui, oui, on pourra le contrer en mettant ça, qui va vous générer un nouvel effet néfaste, etc.
essayer de le faire assez rapidement. Le jour où vous vous intéresserez à la résistance de la peinture du carter de protection du système électronique de gestion de l'alimentation de votre moteur, à implanter dans une voiture, vous serez déjà en train de résoudre un problème numéro 5 qui a été créé par une solution numéro 4 pour un problème numéro 4, etc. Vous serez loin. Et on est couramment là-dedans. Donc, on va imaginer qu'il est impossible de prévoir toutes les conséquences d'un moyen, d'une solution, ou appelons la solution. Au moment où on propose les choix, peu importe pour quelle raison, et donc on récupère des effets qui sont des effets contingents propres à la solution. Je vais me retrouver à un moment donné à devoir trouver des solutions à des problèmes que j'ai moi-même créés par les solutions que j'ai trouvées à des problèmes. Ça marche? Et c'est sans fin. Alors, vous voulez des exemples? Je les ai pris dans la vie courante, hein, bien sûr. Un meuble en kit, il faut le monter. Problème. On l'a tous fait. On achète un meuble en kit, on se trouve devant un problème, il faut le monter. Mais qui a créé ce problème? Qui a créé les termes de ce problème? Qui m'a mis un caillou dans la godasse? C'est celui qui a conçu le meuble. C'est lui qui a décidé du type de matériaux, du type de panneau, du type de liaison, de l'ordre de montage. C'est lui qui m'a créé le problème. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas acheter les meubles en kit. Je les ai achetés, c'est pour d'autres raisons. Parce qu'ils sont moins chers, faciles à transporter, etc. Mais le problème de montage a été créé par le concepteur du meuble. Un autre. On a tous vu aussi. Un évier, un essuie-main. Et puis l'essuie-main qui va rentrer en interaction avec l'évier. Le problème d'interaction, le fait de pouvoir mouiller le papier, c'est un problème qui a été créé par celui qui a posé l'essuie-main. Alors en même temps, peut-être qu'il n'avait pas le choix de le placer ailleurs. Et quand il l'a placé, il l'a sans doute fait en toute bonne foi. Parce qu'il était nécessaire de le placer là, parce que c'était une demande du client, peut-être qu'il n'avait pas d'autre choix. Il n'empêche qu'on a un problème à ce moment-là, qui a été créé par celui qui a posé l'essuie-main, donc celui qui a imaginé l'emplacement où il devait le poser. Alors, plus dramatique. Vous reconnaissez? L'explosion de la première navette spatiale. Je crois que c'est en 1986. Un beau feu d'artifice. Un accident. Comme tous les accidents, cet accident est dû... Alors, pourquoi je parle de celui-là? C'est parce que, sans doute, dans l'histoire des accidents, des accidents et des catastrophes, c'est sans doute un des accidents qui a été le plus analysé. Vous allez retrouver de la littérature à foison là-dedans. Donc, c'est un accident qui a sa source dans des choix de conception, les problèmes de joint des boosters, mais c'est aussi il a sa source également ailleurs. Il y a des décisions qui ont été prises, notamment par rapport à la météo, par rapport aux choix de fournisseurs, dans leurs procédures de validation des procédures de lancement. Donc il y a des choix qui ont conduit à cette catastrophe. C'est le résultat d'une histoire. Et parmi cette histoire, il y a des paramètres de conception. Et toute catastrophe, tout accident, résulte d'une histoire qui est aussi, qui contient souvent des choix de conception. Souvent pas que des choix de conception. Une catastrophe, un accident, c'est souvent la conjonction de plusieurs causes. C'est précisément parce que c'est la conjonction de plusieurs causes et qu'on a du mal à imaginer ces conjonctions qu'on n'est pas capable de les prévoir. Si je reviens dans la vie courante maintenant, mais je vais passer très vite, un problème de santé, un problème de relation, d'un point de vue causal, si alors, eh bien tout ça, c'est le résultat d'une histoire. Ça ne veut pas forcément dire que votre couple ne vous aura pas fourni aussi des avantages et des intérêts. Mais à la fin, vous avez aussi un problème.
Donc on est dans cette situation. Je prends un problème, c'est humain, c'est en moi. Je cherche une solution. En cherchant une solution, je vais créer un nouveau problème. J'y retourne. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Trouver une solution innovante. Une solution qui ne générera pas de nouveaux problèmes, sans effet contingent, ou, par pragmatisme, une solution qui générera des effets contingents qui seront gérables. Donc je vais chercher des solutions qui ne généreront pas de nouveaux problèmes. Alors en synthèse de cette première introduction à la résolution de problèmes, enfin résolution idéale, on a parlé des moyens, des effets, des choix de paramètres et des objectifs, des résultats, des conséquences, des effets contingents. Bon, tout ça c'est une façon de voir ce que l'on dit de ce qui se passe dans notre tête au moment de la conception. Donc on en reparlera plus tard au moment des contradictions. Mais là-dessus, ça vaut le coup de se pencher sur ce schéma. Ici. Très souvent, lorsque vous faites une proposition, il est rare que vous ayez une proposition sans effet contingent pour vous amener à une solution idéale. C'est quasiment jamais le cas. Par contre, vous avez souvent des effets que vous n'avez pas imaginés au départ, et parfois vous les acceptez pour faire ce qu'on appelle une solution satisfaisante. Une solution qui n'est pas idéale, mais dont on se satisfait. Et très régulièrement, vous générez des nouveaux problèmes. Alors, couramment, lorsque vous générez un nouveau problème, vous refaites une proposition, et assez couramment, le raisonnement de conception, c'est ça. Vous faites une proposition, vous vous rendez compte qu'il y a des effets que vous n'aviez pas prévus, vous les analysez, vous les refusez lorsqu'il s'agit de problèmes. Alors, soit vous cherchez une solution alternative, soit vous cherchez une solution au problème, et très souvent vous bouclez. Et ce qu'on aimerait, c'est, une fois arrivé là, en sachant qu'il est quasiment très difficile de passer là, de passer plutôt par ici. Ça marche? Donc on va chercher des solutions idéales. En sachant qu'elles sont très difficiles à atteindre, on va chercher des solutions un peu plus idéales que les solutions qu'on imaginerait sans procédure. Donc viser des solutions qui ne génèrent pas de nouveaux problèmes ou qui génèrent des nouveaux problèmes acceptables. Alors je vais en venir tout de suite à la façon de faire. Parce que là je vous ai fixé un objectif, ça fait un peu philo, c'était la partie la plus dure de l'exposé. Donc là on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut y arriver. Donc avec cette petite citation qui dit qu'est-ce qui est le plus difficile dans la peinture? Le plus difficile c'est de ne pas peindre. Donc, ça interpelle sur le vide. Alors les concepts principaux seront ceux de action voulue, temps opératoire, zone opératoire, opérateur, ressources. Je vais les détailler assez rapidement pour dire qu'un opérateur ce sera une opération appliquée sur une ressource pour réaliser une action et on précisera quand. Mais je vais quand même détailler là la notion de système technique. Alors je ne pense pas que vous soyez tous habitués à la notion de systémique, ce n'est pas une matière qu'on enseigne habituellement. Il faut simplement voir que tous les objets que l'on a dans la vie courante sont des ensembles d'éléments, des pièces, des composants, reliés entre eux, en interaction, pour réaliser un objectif. Donc c'est ça la définition de système. Donc, la seule façon, là c'est de la logique, la seule façon de trouver une solution à un problème qui est relatif à un ensemble d'éléments en interaction entre eux, c'est de reconfigurer l'ensemble d'éléments pour reconfigurer les interactions. Qu'est-ce que je peux faire à un élément? Je peux modifier, il faudra préciser, modifier ça peut être supprimer, enlever, reconfigurer, rajouter. Rajouter des éléments. Alors les éléments on les appellera ressources dans le RIF, mais ce n'est pas autre chose que les composants. C'est la vis de montage, c'est le clips. Donc ce n'est pas autre chose que des composants physiques matériels qui sont dans le système. Les composants du système
puis on va rajouter aussi de son environnement. Pour réaliser une action, vous avez fait de l'analyse fonctionnelle. Là, on est en train de parler d'une fonction technique, c'est-à-dire à quelque chose qui s'exprime par un verbe d'action. Un verbe d'action sur un complément. On y vient tout de suite. Guider, faire une liaison, relier, arrêter, stopper, pousser, contrôler, associer, stabiliser, mesurer, tout ça, c'est des verbes d'action. Je vais devoir imaginer dans la procédure l'action qu'il sera nécessaire pour résoudre un système, pour résoudre le problème. Peut-être que cette action pourra être de maintenir un élément, de l'empêcher de bouger. Peut-être que ça pourrait être prendre une mesure, peut-être que ça pourrait être faire un assemblage. Mais c'est bien une fonction technique au sens de l'analyse fonctionnelle technique. Si vous êtes habitué au diagramme FAST de décomposition fonctionnelle, on est bien dans le diagramme FAST. Mais par contre, je ne vais pas considérer une action comme étant les conséquences. Si je dis mon problème c'est améliorer quelque chose, c'est résoudre, c'est empêcher, ben, je n'aurais pas progressé, j'aurais exprimé quelque chose mais pas suffisamment précis. Il est possible que arrêter un objet soit une façon de, donc une cause pour empêcher une vitre de casser. Mais dans l'action voulue, je vais indiquer les fonctions techniques, celles qui sont au centre. Je n'exprimerai pas non plus ce que je devrais faire pour obtenir une action, c'est-à-dire moi, mes actions en tant que concepteur. Si je modifie la valeur d'un paramètre, si je change une forme, si j'ajuste un composant, je vais le faire pour ça. Mais je ne devrais pas exprimer ça, je devrais exprimer des fonctions techniques. Donc on a des listes de verbes d'action, je les ai quasiment tous donnés. Un exemple. Une bougie, ça coule. Vous voyez tous. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ce problème? Si vous me dites empêcher la cire de couler, ce n'est pas une action. C'est une conséquence. Si vous me dites changer le diamètre, c'est une façon de réaliser une action. Ce ne sera pas non plus une action voulue au sens de la résolution idéale. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que la cire ne coule pas? Essayez d'imaginer. Pardon? Alors, éteindre la flamme? Oui. Ouais, ça pourrait être une action, oui. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme action là? Remplacer, ce serait une façon de... remplacer, vous seriez là, dans les actions qui seraient utiles pour. Enfin, dans les actions du concepteur, c'est vous qui remplacez. Moi, ce que j'aimerais, c'est quelle action d'un composant du système devrait être réalisée dans ce système pour empêcher la cire de couler. Ça, c'est une solution. Vous êtes là. Si vous changez la matière, ce sera peut-être une solution acceptable, hein, mais si vous changez la matière, c'est une action de vous, en tant que concepteur. Simplement, j'ai de la cire qui coule, la cire liquide. Qu'est-ce qu'il faut faire pour l'empêcher de couler? La maintenir. Ça, c'est une action. Je vais essayer de trouver une solution dans laquelle un objet va contenir la cire. Alors, en fait, sur ce problème, j'ai identifié deux actions possibles. Il y a maintenir, contenir, arrêter. C'est le même verbe. Mais il y a également refroidir. Si j'avais ici quelque chose qui refroidit, je pourrais resolidifier la cire liquide. Au passage, j'aime bien cet objet parce que pour qu'une bougie fonctionne, il faut prendre de la cire liquide, de la cire solide, excusez-moi. La chauffer pour la transformer en cire liquide. Cette cire liquide monte par capillarité dans la mèche, se vaporise, se combine à de l'oxygène pour former une flamme qui vient réchauffer la cire solide. Pour former de la cire liquide, pour
Je vous demande de bien considérer que ceci est le premier système asservi de l'histoire de l'humanité. Vous avez un système régulé, avec une régulation. J'ai dit qu'il fallait préciser l'action voulue, le temps. Où faut-il maintenir? Quand faut-il maintenir? Autant sur l'action voulue, c'était difficile, et ça le sera systématiquement. Autant là, c'est facile. Où faut-il maintenir? Là. Quand? Lorsqu'il y a de la cire liquide. Ah, on est relativement simple. Attention, si vous maintenez juste là où c'est nécessaire, quand c'est nécessaire, vous allez trouver une solution au problème. Si vous maintenez au-delà du nécessaire, vous risquez d'obtenir des solutions dont les éléments, les moyens que vous avez mis en place restent alors qu'ils ne sont plus nécessaires et qui peuvent constituer des problèmes. Imaginez un tube de quelque chose qui maintient. Un tube en acier ou en carton ou tout ce que vous voudrez. Il y a bien un moment, il va poser un problème. C'est-à-dire, il va bien maintenir, il va empêcher la cire de couler, mais comme il va maintenir au-delà du temps nécessaire, il va créer un problème. Donc, le système idéal, c'est le tube qui disparaît quand c'est plus nécessaire. Alors, la suite est relativement simple. Des ressources, c'est les objets, tout ce qui est disponible. On est sur un objet simple, j'ai déjà cité. On a de l'air, la flamme, la cire solide, la gravité, la mèche, la cire liquide, la lumière. J'aurais pas dû mettre gravité en tant qu'objet, j'aurais dû mettre la Terre puisqu'elle exerce une action à distance. Mais bon, n'importe. La lumière, j'aurais peut-être plutôt dû indiquer une différence de température. Enfin, il y a une réaction chimique qui me provoque, enfin qui me donne de l'énergie que je pourrais utiliser pour quelque chose. Donc la ressource, c'est simplement les objets, les éléments disponibles. Et les opérateurs, c'est des hypothèses de transformation d'une ressource. Je vais vous proposer les opérateurs suivants. Supprimer. Si je supprime un objet, je supprime tous les effets contingents. Et là, je suis vraiment dans l'idéal. Si j'utilise, je reste dans l'idéal. Si je duplique, je crée des problèmes, mais qui sont les mêmes types de problèmes que ceux que j'avais dans le système antérieur. C'est moins bon, mais c'est acceptable, et très souvent, on va devoir y aller. Si je fais une modification légère, si au lieu d'avoir de la cire liquide, j'introduis un autre liquide, je vais créer des problèmes, mais qui sont des problèmes de liquide. Par contre, si je commence à faire des modifications importantes, et au pire, si j'ajoute quelque chose, là, je vais être loin de l'idéal. Donc je vais toujours systématiquement commencer par imaginer la suppression, puis l'utilisation, puis la duplication avec modification. Et puis, si je n'ai pas d'idée, j'envisagerai d'ajouter. Mais toujours, je commencerai par ça. Ensuite, l'étape d'après, c'est d'utiliser une phrase type. L'application d'un opérateur sur une ressource contribue à réaliser l'action voulue. Ne détaillez pas, c'est la phrase type, vous la recopiez telle qu'elle. Par contre, après, une fois que vous avez énoncé cette phrase, vous allez l'appliquer à la première ressource, la mèche. Et vous allez imaginer l'opérateur, le premier. Est-ce que supprimer la mèche peut contribuer à maintenir la cire? Ça ne vous donne pas d'idée, vous passez au deuxième opérateur. Est-ce que l'utilisation de la mèche peut contribuer à maintenir la cire? Pas d'idée, vous passez au troisième. Est-ce que l'utilisation d'une mèche modifiée, est-ce que l'utilisation d'une copie d'une mèche peut contribuer à? Pas d'idée, vous passez au quatrième. Est-ce que l'utilisation d'une mèche modifiée peut contribuer à? Et puis enfin, vous passez au dernier, je peux rajouter quelque chose. Ça n'a pas marché avec la mèche, ben on prend une autre ressource. La cire. Vous imaginez une solution? Est-ce que supprimer la cire solide peut être une solution? Sans doute pas. Est-ce qu'utiliser la cire solide peut être une solution?
C'est un petit peu votre solution de tout à l'heure, hein, augmenter le diamètre. Et si j'utilisais une cire solide modifiée pour empêcher la cire de couler? Alors la suite, c'est vous dire, ce que j'ai fait là, c'est appliquer une procédure. La procédure est relativement simple, donc vous aurez les transparents, hein, mais c'est comme toute procédure, c'est un truc qui doit être suivi dans l'ordre sans sauter d'étape, en étant bien sûr qu'on a bien fait les choses, et puis éventuellement en n'hésitant pas à revenir et reboucler. Donc faire une représentation du système, quand je vous ai présenté la bougie qui coule, c'est une représentation. Comprendre les causes du problème, là je n'ai pas été complètement rigoureux, j'aurais dû vous dire si le diamètre augmente, ça va avoir tel effet, si la mèche est plus importante, ça a tel effet, si la cire est différente, ça a tel effet. Voilà. Donc j'aurais dû analyser les causes, je ne l'ai pas fait complètement. Définir les zones étant opératoire et action voulue, j'avais pointé là-dessus, c'est quand même ça le plus difficile. Énoncer une phrase type et systématiquement utiliser tous les opérateurs sur toutes les ressources. Un exemple. Alors si vous êtes féru d'histoire, vous allez reconnaître là un des premiers porte-avions américains. On est à la fin de la guerre, en 1944, on est dans le Pacifique, dans une tempête tropicale qui au passage a fait autant de dégâts que beaucoup de batailles du Pacifique. Donc on voit bien que là, c'est pas forcément très facile de faire atterrir un avion. Bon. Voilà. Donc on va se placer dans des conditions un peu plus réelles, un porte-avions moderne, beaucoup plus gros, beaucoup plus lourd, beaucoup plus stable, mais avec des exigences de stabilité qui vont être de l'ordre de plus ou moins 1 degré. Et parce que quand le pilote du Rafale arrive, il vaut mieux qu'il ait en face de lui quelque chose d'à peu près plat et qui ne bouge pas. Donc ça, c'est représenté, mais là on n'a pas représenté le problème, j'ai représenté l'objet. Si je représente le porte-avions dans la rade de Toulon, ce n'est pas un problème. Par contre, si je le représente pendant une mer un petit peu démontée, avec des vagues de l'ordre de 8-10 mètres, là ça commence à devenir un problème. On sent bien que le navire va tanguer. Première étape, représenter. Deuxième étape, comprendre. Vous avez un volume d'eau déplacé. Vous connaissez Archimède? Le volume d'eau exerce sur le navire un effort exercé de bas en haut, équivalent à la masse du volume d'eau déplacé. Donc c'est un effort qui s'exerce au centre de gravité du volume d'eau déplacé. Celui-ci. Par contre, la masse du navire s'exerce dans l'axe du navire, au centre de gravité du navire. Et on met du lest de façon à ce que G soit en dessous de P. Mais surtout, comme il y a un décalage, ceci va nous générer un couple. Donc on a compris d'où venait le problème. C'est le couple qui va faire basculer le navire. On a en plus représenté le navire en situation de problème à l'instant du problème. Donc on a déjà avancé dans le temps opératoire. Action voulue. On a un couple négatif. On pourrait dire exercer un couple positif. Exercer une action contraire. On pourrait dire aussi, alors remarquez que si on dit exercer une action contraire, quand on regarde les ressources qui sont là, on est en train de se dire il faudrait quelque chose qui vienne pousser le navire pour le faire pivoter. Je pourrais m'appuyer sur l'eau, je pourrais m'appuyer sur l'air, je pourrais, je sais pas, mettre tous les avions d'un côté et puis faire cracher les réacteurs au moment où la vague arrive. Voilà, donc, mais je pourrais exercer un couple contraire, donc ça serait une possibilité de faire. Je pourrais aussi imaginer, lorsque le centre de poussée se décale vers la gauche, le ramener sur la droite. Donc là j'ai un volume d'eau. Je pourrais imaginer transformer ce volume d'eau. La vague arrive de ce côté-là, il y a un surplus de volume à gauche, je crée un surplus de volume à droite. Donc je mets des ballasts à droite, à gauche, et je modifie mon volume d'eau déplacé, en temps réel bien sûr. Et puis on peut aussi, lorsque le centre de poussée se décale sur la gauche, décaler le centre de gravité.
La notion de zone opératoire n'a pas de sens ici parce que c'est un centre de gravité, je peux décaler n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans comme ressources? Il y a de l'eau, il y a des avions, il y a de l'air, il y a le pacha, le capitaine. Il y a un chirurgien, oui, il y a un bloc opératoire en service dès qu'un avion est en approche. Il y a des salles de musculation, il y a un hôpital, il y a des dortoirs, il y a 4 ou 5 restaurants, il y a une salle de cinéma, il y a du lest, il y a des fluides, il y a des armements, il y a des hélicoptères, il y a même une centrale nucléaire. Non, je ne mens pas, hein, c'est un porte-avions nucléaire. Vous avez là-dedans, c'est l'exemple opposé de la bougie, vous avez là-dedans tout ce qu'il faut pour faire vivre 1000 bonhommes pendant 4 mois, je crois. Donc vous avez là-dedans une infinité de ressources, vous n'êtes absolument pas limité. Alors que dans l'exemple de la bougie, que j'ai pris volontairement pour ça, vous aviez quelque chose où les ressources étaient très limitées. Dans la procédure, supprimer, utiliser, dupliquer, dupliquer avec modification. Il pourrait être tout à fait légitime d'envisager supprimer les avions. Ça va coûter cher. Supprimer l'équipage, pas forcément acceptable. Je sais pas, supprimer du lest ou quelque chose comme ça. Il pourrait être tout à fait légitime d'utiliser les avions, les armements, la centrale nucléaire, les marins. Qu'est-ce que vous demanderiez aux marins de faire pour ça? Bah ouais. La vague arrive à gauche, hop, allez tous à gauche. La vague arrive à droite, allez à droite. Ça fait du sport. C'est bon? Et je pourrais imaginer là-dessus, s'il y a peut-être, je sais pas, peut-être 500 types de ressources, 5 opérateurs, je peux générer 2500 phrases. Là-dedans, sur ces 2500 phrases, il y en a à peu près 90% que je mettrai à la poubelle qui ne généreront pas d'idées. Mais les 10% restants, c'est peut-être 250 idées. Vous imaginez la richesse des idées qu'on produit. Vous connaissez les solutions? Est-ce que l'un de vous connaît les solutions qui sont implantées sur le porte-avions Charles de Gaulle? L'utilisation de? Alors, non, il n'y a pas d'utilisation d'effets gyroscopiques. Déplacement des lestes. En fait, il y a 2 types de systèmes. Il y a un système global qui va exercer des couples. Là-dessus, vous avez des ailerons. Il ne faut pas oublier que le navire en opération file contre le vent aussi vite qu'il peut pour faire bénéficier au pilote de l'avion, pour lui faire bénéficier du différentiel de vitesse. Donc il va vraiment à forte vitesse et là-dedans il y a des ailerons qui vont corriger, qui vont exercer des actions en dynamique. D'ailleurs c'est un système dans lequel le calculateur lui-même, c'est un système avec apprentissage en temps réel. C'est quelque chose d'assez complexe. Ça c'est pour les petites oscillations, et pour les gros c'est notamment quand ils pivotent. Vous avez là-dedans, à peu près à ce niveau, vous avez 12 trains de masse de 500 tonnes chacun qui peuvent circuler et qui sont actionnés par l'énergie de la centrale nucléaire, donc c'est de la vapeur. Ça marche. Et donc on stabilise un avion comme ça, un porte-avions comme ça. Voilà. Donc synthèse sur cette partie. Si je vous demande d'imaginer des solutions, vous allez facilement imaginer des solutions complexes. Avec effet contingent, vous allez créer des nouveaux problèmes, vous allez vous mettre dans un cycle sans fin, vous allez créer des solutions qui deviennent progressivement des monstres. J'ai un collègue qui appelait ça, il appelait ça un chou-fleur. Vous savez, c'est le truc qui a une racine, immangeable, avec des branches, et puis des petites branches sur les grosses branches, et puis le truc qui gonfle, qui gonfle, qui gonfle. Donc le truc que vous ne savez pas gérer. Pour éviter ça, il faut essayer de limiter les effets contingents, donc limiter les nouveaux problèmes, stabiliser rapidement la situation, votre situation en tant que concepteur,
essayer de trouver des solutions simples, faciles à implémenter, qui ne coûtent pas trop cher, qui ne génèrent pas de nouveaux problèmes. Et pour ça, on va essayer d'utiliser l'existant. Donc c'est des solutions, clairement, hein, c'est des solutions qui sont difficiles à imaginer, mais qui sont, voire même parfois inexistantes. C'est pour ça que rajouter un composant n'est pas interdit. On va essayer de ne pas rajouter un composant immédiatement dans notre démarche de pensée, mais ce n'est pas interdit non plus formellement. Mais cela dit, c'est comme ça qu'on peut aboutir à des solutions intéressantes. Solutions locales. Ça marche ? Justement, on n'imagine pas les usines à gaz avec cette méthode. On imagine les solutions locales à un petit problème. Et innover, c'est appliquer une procédure. Ben oui. Je peux être très innovant en étant très procédural. Étape 1, étape 2, étape 3, étape 4. J'ai 200 ressources, j'ai 5 opérateurs, je génère 1000 phrases dans ma tête, je les passe systématiquement en revue. Hein? On peut se dire ça prend du temps, c'est long, mais c'est beaucoup moins long que de passer à côté d'une solution intéressante. Hein, parce que finalement, générer 1000 phrases dans sa tête, c'est quoi? C'est l'affaire d'une heure? Même pas? C'est bon? Ah oui, alors je vous dis, la stabilisation, c'est le système qui s'appelle SATRAP avec le système Cogit qui est constitué de masse en mouvement latéral. Au fait, les bougies qui ne coulent pas, vous avez imaginé? Il n'y a pas de solution? Si? C'est-à-dire? Vous mettez deux cires différentes. Voilà. Vous mettez deux cires différentes. Vous mettez à l'extérieur une cire qui a un point de fusion plus haut que ce que vous mettez à l'intérieur. Résultat, vous allez liquéfier en deux temps. Ce qui est à l'intérieur va se liquéfier rapidement, va constituer la flamme. Ce qui est à l'extérieur va se liquéfier plus difficilement, donc va contenir la flamme. Puis ensuite, comme la flamme se rapprochera, elle va descendre. Puis ensuite va se reliquéfier. Vous aviez l'idée avant ou pas? Comment? Vous aviez l'idée avant? Ah oui, non, parce que j'ai vu. Vous l'avez déjà vu? Ouais. Vous savez, pour créer beaucoup, la première des qualités que je vois, c'est la curiosité. Voilà, tout à fait. Et allez dans n'importe quel magasin, chercher des bougies qui ne coulent pas, vous allez en trouver. Le deuxième outil, c'était une procédure. Donc le premier est très libre, les 40 principes. Le deuxième, une procédure. Troisième, les contradictions. Et là, je vais revenir à ce que j'ai dit au début sur les 40 principes, de dire que les 40 principes en eux-mêmes, c'est un outil qui ne fait pas d'analyse. Là, je vais vous pointer sur la phase d'analyse préalable à la résolution des contradictions. Si j'avais une heure pour résoudre un problème, je passerai les 55 premières minutes à me poser les bonnes questions. C'est Albert qui nous dit ça. Donc c'est la notion centrale de Tries, le cœur de la méthode. Au départ, ça a été fait avec ça. Il s'agira d'abord de définir les contradictions, puis ensuite de les formuler. Et on verra qu'on aura deux voies pour les résoudre. Alors attention à la notion de formulation. Les deux voies de résolution, qu'on appellera CT, CP, contradiction technique, contradiction physique, je reviendrai sur les termes. Ces deux voies dépendent de la façon dont on formule et pas de la façon dont on définit. Donc de la façon dont on exprime la contradiction, pas de la façon dont on définit la contradiction. Alors une contradiction, c'est lorsque j'ai un moyen, j'ai deux effets. J'obtiens les effets par déduction, par analyse, par modélisation, ça c'est notre boulot d'ingénieur classique. Ou plus précisément, si je modifie l'épaisseur de la table, que se passerait-il? What if? Une modification de l'épaisseur de la table conduirait à rendre la table plus résistante, mais plus lourde. C'est ça la contradiction. Je modifie un paramètre, je tourne un bouton dans un sens ou dans l'autre, je modifie une position, un type de matière, un choix de composants, une architecture de produit, un ordre d'opération dans une procédure. Si je modifie ça, alors ça a un effet bénéfique, mais ça a un effet aussi néfaste, différent.
Là, je tourne dans un sens ou dans l'autre. Là, j'obtiens deux effets différents. Résistance, masse. Alors, assez couramment, ça va être beaucoup plus complexe que ça. Vous avez souvent plusieurs leviers d'action. Voilà, une épaisseur, une longueur, une largeur, un type de matériau, une structure, un ordre des couches si c'est un sandwich, plusieurs types de matériaux, des appuis. Donc vous avez souvent plusieurs, mais nombreux. Un objet simple, on est couramment à 10 paramètres de conception ici. Et vous avez souvent plusieurs effets aussi. Bon, le prix, la masse, la rigidité, le fait que ça transporte. Mais très souvent, un paramètre modifie plusieurs effets. Et quand je souhaite améliorer une performance, je peux imaginer modifier un effet A, augmenter une épaisseur. Oui, alors, ça détériore ça. Je pourrais imaginer changer de matériau, ça détériore la même. Mais je pourrais aussi imaginer modifier les appuis. Oui, mais je me prends les pieds dedans. Donc, on peut avoir comme ça un réseau de relations de cause à effet qui va très vite se complexifier. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ce schéma-là. Le V. Une modification d'un paramètre m'engage deux conséquences. Quand je suis là-dedans, j'appelle ça une contradiction. Alors, je prends toujours des exemples très simples pour être didactique. Ça, c'est une balance de ménage. Ça fonctionne, c'est mécanique. Donc, vous mettez une masse qui agit sur le plateau, qui va déformer un ressort. Et vous allez mesurer la déformation du ressort que vous aurez amplifié au préalable, de façon à faire bouger l'aiguille. Donc vous avez là-dedans un élément qui transforme la masse en un déplacement, un élément qui amplifie le déplacement et un élément qui affiche ce déplacement sur un plateau transparent. La balance idéale, c'est une balance qui sait me mesurer jusqu'à 80 kg avec une précision de 0,1 g. À condition qu'elle soit compacte, légère, pas chère. Bon, c'est toujours un compromis. Là, celle-là, on mesure jusqu'à 5 kg. Donc là, on doit être à 1, 2, 3, on doit être à 4, on arrive à 5. Et puis avec une précision qui est assez lamentable, de l'ordre de la centaine de grammes. Donc c'est pas très précis, mais ça va jusqu'à 5 kg. C'est pas très précis, mais contradiction. Voilà. Alors, je peux exprimer la contradiction de différentes façons. Je peux l'exprimer en disant je ne sais pas faire à la fois léger et pas cher. Ou je ne sais pas faire à la fois précis avec une grande capacité. Ou je peux l'exprimer en disant il y a quelque chose là-dedans, un paramètre, qui, moi en tant que concepteur, si je le modifiais, si j'augmentais quelque chose ou si je diminuais, ça m'améliorerait les performances, mais en même temps ça m'en détériorerait une autre. Donc, on y va sur la balance. Si j'avais un ressort plus souple, pour une même masse, ça se déformerait plus, ce serait plus précis. Oui, mais je détériore la capacité. Si je mettais un plateau de mesure plus grand, ce serait plus précis. Oui, mais ça serait plus encombrant. Donc, je peux exprimer les contradictions sous deux formes différentes. Déjà, il y a deux contradictions, il y a la rouge et la bleue. Je pourrais exprimer la contradiction sous la forme j'ai une raison pour avoir un ressort souple, j'ai une raison pour avoir un ressort rigide. Ça, c'est une expression de mon problème. On va l'appeler contradiction physique parce qu'elle porte sur un paramètre physique. Ou de dire je ne sais pas faire à la fois précis et de bonne capacité. On va l'appeler contradiction technique, j'aime pas ce terme, mais c'est le terme consacré. Ça, c'est la première contradiction. Ou la seconde, j'ai une raison pour avoir un plateau plus grand, mais j'ai également une raison qui m'en empêche, contradiction physique. Ou j'aimerais faire précis et compact, contradiction technique. C'est deux façons différentes d'exprimer des mêmes problèmes. Le problème rouge, c'est un problème. L'expression précis et bonne capacité, c'est une expression du problème rouge. L'expression ressort plus souple, c'est une autre expression du problème rouge. Bien sûr, les deux sont liés. Ça marche? Alors, la suite. Si je reviens à Internet,
allez voir ce qui se passe sur Internet. On va vous proposer d'emblée une procédure pour résoudre les contradictions sur les conséquences. Je ne sais pas obtenir deux effets en même temps. Mais c'est une procédure qui va être assez longue. Guidée, balisée, mais longue. Vous allez, à partir de l'expression de votre problème, j'aimerais faire précis et compact. Vous allez devoir transformer les termes précis en compact en fonction d'une liste de 39 paramètres standards. Donc il y en a 39, il vous faut une liste de 39 paramètres. Vous allez chercher sur Internet les 39 paramètres de Trees, vous allez les trouver sans problème. Il vous faut ensuite utiliser quelque chose qui va vous diriger vers les principes de résolution. Ça s'appelle une matrice. C'est une matrice 39 lignes, 39 colonnes. Je ne vous la montre pas, vous l'imaginez. Et lorsque vous dites « j'aimerais modifier la précision, mais ça m'augmente l'encombrement », à l'intersection, vous avez des numéros qui vous disent « utilisez le principe numéro 3, le principe numéro 5 et le principe numéro 18 ». Ça marche? Alors, ce n'est pas un bon exemple. Donc, il vous faut, pour appliquer cette procédure, partir d'une contradiction qui est relativement générale. Je ne suis pas allé aux causes du problème. Je n'ai pas besoin de savoir que c'est le ressort, la raideur du ressort qui est responsable de la contradiction. Je reste à un niveau très global. Liste de 39 paramètres, matrice. Liste des principes, 40 principes. Ils sont là. Je vous avais parlé tout à l'heure de l'endroit où se plaçaient les 40 principes, ils sont là. Vous appliquez, vous trouvez des idées. Je ne vous le détaille pas. Il y a deux raisons à ça. La principale, c'est que ça, c'est détaillé sur Internet sans difficulté. Je vous ai donné le site TRIS40. Vous allez sur le site TRIS40, vous tapez votre premier paramètre, vous tapez le deuxième, il vous donne les principes, vous appliquez, ça marche tout de suite. Et ça marche, c'est magique. Mais on ne comprend pas pourquoi. Et puis, il y a une deuxième procédure pour résoudre une contradiction physique. Ressort souple, mais pas trop, ou ressort souple et rigide. Là, j'exprime la contradiction physique, et tout de suite, j'applique des principes de séparation. Et il me faut simplement une liste de principes de séparation. Il y en a moins, c'est plus direct, mais avant d'arriver là, j'aurais été obligé d'analyser les causes, de me rendre compte que j'ai un problème sur la raideur du ressort, que j'ai un problème sur la taille du plateau, que j'ai un problème sur les bras de levier du système d'amplification du mouvement. Voilà, j'aurais été obligé de faire cette démarche d'analyse préalable, et c'est la difficulté de cette méthode, c'est que je serai obligé d'aller assez fondamentalement aux causes, et quand j'ai des causes contradictoires, là ça devient direct. Mais avant, je dois faire l'analyse. Alors, vous retenez, une contradiction, c'est un problème. Il y a deux façons de formuler. Il y a deux voies de résolution. Ça, elle existe, elle est détaillée sur Internet. J'en parle pas. En plus, je préfère utiliser l'autre. Mais c'est personnel. Et puis, il y a la seconde voie de résolution que je vais vous détailler. Donc on y va tout de suite. Je passe très rapidement. Vous avez des principes de séparation. Je vais tout de suite aller. Je passe très rapidement sur le fait, pour gagner un peu de temps, sur le fait qu'il y en a 11 et que je vais les réduire à 3. Donc je vous présente tout de suite les 3. Il s'appelle principe de séparation. À un endroit, le paramètre cause doit présenter la modalité M1. À un autre endroit, il doit présenter la modalité M2. J'ai un problème sur le ressort. Il doit être souple, il doit être rigide. J'imagine une solution dans laquelle, à un endroit, il est souple, à un autre endroit, il est rigide. Ça, c'est ma routine de résolution. Donnez-moi n'importe quel paramètre cause. Je vous appliquerai ça. Je vous dis, vous avez pensé que votre paramètre cause, il pourrait être A à un endroit, B à un autre? C'est ça le schéma de pensée. C'est ça le principe. En l'occurrence, il ne marche pas pour celui-là. Par contre,
À un instant, il est souple, à un instant, il est rigide. Vous pourriez tout de suite imaginer. Il y a 2 instants de mesure, où le début de la mesure et la fin de la mesure, c'est des rigidités, des souplesses différentes. Donc des ressorts avec des rigidités variables. Ou polysystème, alors là, polysystème, je vais être très simple. Il s'agit tout simplement de dupliquer des objets. Au lieu de mettre un ressort et puis de l'optimiser, vous avez pensé à en mettre 2 ? Bon. Le plateau, à un endroit, il est grand, à un endroit, il est petit. À un endroit, vous traduisez parmi les directions de l'espace. Il est circulaire. Si dans la direction X, il est petit et dans la direction Y, il est grand, ça vous fera un plateau ovale. Vous avez pensé à faire un plateau autre que circulaire ? C'est ça le premier principe. Deuxième principe par rapport au temps. Vous avez imaginé que le plateau, il pouvait se recompacter, se déployer. Troisième principe. Vous auriez imaginé avoir plusieurs plateaux ? Non ? Et ça, on l'applique systématiquement. J'avais des questions en début, avant la conférence, qui me disaient est-ce que ça s'applique à des problèmes simples ou complexes ? Mais ça s'applique à tous les problèmes dès que vous avez une cause. Vous avez une épaisseur, vous avez pensé à ce que l'épaisseur varie en fonction de x, varie en fonction du temps, à avoir plusieurs objets. Puis ces routines-là, on les applique. Je vais une explication plus physique, enfin plus mathématique, puis ensuite une explication analogique. L'explication mathématique, j'ai des relations où les effets sont des fonctions des moyens. La contradiction, c'est que 2 effets sont fonction d'un même moyen. Je vais transformer le réseau de relations pour dire que le moyen dépend de x, y, z, des nouveaux paramètres de l'espace. Ou transformer de façon à ce que m dépende du temps. J'introduis un nouveau paramètre, le temps. Ou de transformer en disant que j'ajoute un nouveau paramètre de type M1. Je suis à l'opposé de l'optimisation. Je ne vais pas chercher les bons paramètres qui permettent de. Je vais chercher à transformer le système d'équations de façon à avoir plus de paramètres, plus de moyens d'agir dessus, plus de souplesse. Ça marche ? Donc je ne suis pas dans une démarche d'optimisation, je ne suis pas dans une démarche analytique, je suis dans une démarche de transformation du problème lui-même. Donc on ne résout pas le problème, on dépasse le problème. Si j'ai ça, je vais essayer d'obtenir ça. X, c'est une nouvelle coordonnée de l'espace, ou un nouveau paramètre de temps, ou un nouveau paramètre de type M. Je transforme mes équations. J'agis sur la forme des équations. Je fais une analogie. Un sonorisateur dans une salle, il a des boutons. Il a besoin de connaître ces boutons. Le concepteur, il a besoin de savoir quels sont les paramètres qu'il peut modifier, les épaisseurs, les positions, les types de composants. Il a besoin de les connaître. Il a besoin de connaître aussi les effets. Pour le sonorisateur, les effets, c'est le son qui est produit. Pour le concepteur, il a besoin de savoir quelles sont ses performances, donc les critères de l'analyse fonctionnelle, ses objectifs. Il a besoin de connaître également les relations de cause à effet. Je pousse ce 3e bouton, j'entends mieux le violon. Okay. J'augmente l'épaisseur, ça devient plus rigide. C'est ça l'analogue. Et tous sont des contradictions. Je pousse le 3e bouton, j'obtiens j'entends mieux le violon, mais je risque un effet Larsen. Voilà, j'augmente l'épaisseur, c'est plus rigide, mais c'est plus cher. Bon. Sauf que l'analogie s'arrête là. Parce que la table de mixage, c'est l'analogue de celui qui optimise les positions des boutons. C'est l'analogue du concepteur qui optimise ses paramètres. Ou du système d'optimisation. Il y a des logiciels qui fonctionnent très bien. Mais si vous voulez l'analogue du concepteur innovant, ce serait de dire celui qui sait démonter la table de mixage, celui qui sait rajouter des composants, souder,
rajouter des boutons de façon à fournir à celui qui optimise dans la salle une table de mixage différente dans laquelle il n'y a plus les interactions entre les relations de cause à effet, donc il n'y a plus les contradictions. Alors des exemples. L'interrupteur, il est trop haut pour mes enfants. Contradiction. J'ai une raison pour qu'il soit en haut, j'ai une raison pour qu'il soit en bas. À un endroit c'est en haut, à un endroit c'est en bas. Idée? Non, il n'y en a pas là. À un instant c'est en haut, à un instant c'est en bas. Deux interrupteurs. Mes trois principes. Pour chauffer la pièce en bleu, je vais la poser sur une pièce en rouge. Idéalement, pour avoir une forte diffusivité thermique, il faudrait que ce soit du cuivre. Ça transmet bien la chaleur. Mais également, je devrais assurer le contact partout. Or, avec un matériau rigide contre une pièce rigide, dans laquelle je ne maîtrise pas complètement la géométrie, je ne vais pas assurer le contact partout. J'ai une raison pour que ça soit du cuivre, j'ai une raison pour que ça soit du caoutchouc. Évidemment, le cuivre n'est pas très conformable et le caoutchouc n'est pas du tout conducteur de la chaleur. À un endroit, c'est du cuivre, à un endroit, c'est du caoutchouc. Deux supports. C'est évident après coup. Dans un process industriel, peu importe, la vibration favorise X mais provoque Y. Bon, oubliez le problème. Une vibration de rainure de guidage est intéressante sous un aspect, mais inintéressante sous un autre aspect. À un endroit, ça vibre, à un autre endroit, ça ne vibre pas. À un instant, ça vibre, à un instant, ça ne vibre pas. Deux types de rainures. Bon. Vous voyez le caractère automatique de la procédure? J'identifie mes paramètres. Ouais, j'identifie mes paramètres et je fais tomber les solutions. Donc vous retenez qu'il y a deux façons de résoudre. En fonction de la façon dont on exprime, il y a une façon que je ne vous ai pas indiquée, que je ne vous ai pas déployée, c'est l'outil magique, mais qui fonctionne bien, la matrice. Il y a les trois principes de séparation qui marchent très bien une fois qu'on a analysé les causes. Toute la difficulté viendra de là. Mais c'est très logique, c'est très systématique. Et puis vous pouvez tout aussi bien prendre un objet et vous dire, on pourrait lister les paramètres causes et puis appliquer les trois principes de séparation. Pour les paramètres contradictoires uniquement. Donc au final, alors, je vous ai dit qu'il y avait trois outils. Je n'ai pas trop déployé les autres. Je passe très rapidement pour laisser un peu de place aux questions. Il faut simplement dire que là, on a des outils qui favorisent l'analyse, alors que là, on est plus dans la formulation et la résolution. Mais là, on a des outils qui sont plus pour l'analyse de problèmes. Analyse de fonctionnement d'un objet. Et puis, on a des trucs en périphérie qui sont parfois très proches des outils du cœur, parfois très éloignés. Ici, on a par exemple des outils qui sont des outils de créativité classique, sans trop de lien avec le reste. Par contre, là on a quelque chose qui résume tout le reste. J'en parle pas ici parce que pour bien comprendre, il faut avoir compris tout le reste. Et donc en synthèse, on voit la créativité comme un processus, guidé par des procédures, des étapes que l'on suit. C'est guidé, canalisé. On favorise surtout la génération de concepts, comme dans les autres méthodes de créativité. Des principes qui finalement sont analogues à des outils classiques. Et puis ça, je laisse de côté, mais vous l'aurez dans le transparent. Mais il y a aussi des différences. On a une approche guidée, canalisée, l'exact contraire du brainstorming. On applique des routines, c'est dérangeant. C'est dérangeant pour celui qui indique qu'il est créatif. Voilà, le Karl Lagerfeld, il ne va pas trop aimer qu'on lui dise la créativité, c'est l'application de procédures. Et pourtant, ça peut nous rassurer tous, je veux dire tous les autres. Et puis, donc une recherche canalisée, où on cherche à produire non pas beaucoup de solutions, ça c'est le brainstorming,
mais plutôt les solutions qui répondent exactement au problème. Je prends un système, je regarde, je liste tous les paramètres, je regarde les paramètres contradictoires, j'applique les 3 principes de séparation sur ces paramètres. Ça, c'est une voie de résolution. Ou j'utilise la procédure résolution idéale qui me guide parce qu'à un moment donné, je suis obligé de formuler une action voulue et c'est très précis. Donc, pour finir, vous avez ici donc, plusieurs bouquins. Celui-ci, c'est un bouquin qui est fait par le fondateur. Il est bien pour comprendre l'état d'esprit. Celui-ci, c'est le plus complet, en langue anglaise. Il y a un truc dont je ne vous ai pas parlé, c'est la méthode ASIT. Vous avez un petit livre très bien fait qui reprend ce que j'ai dit sur le RIF. Alors avec quelques petites imprécisions sur la notion d'action voulue, temps opératoire, zone opératoire. Mais c'est pas grave, le bouquin est tellement bien fait qu'il se lit très facilement et c'est vraiment un bonheur de le lire. En 2 heures, 3 heures de temps, vous avez appris quelque chose avec d'autres mots que ce que je vous ai dit. Donc c'est très intéressant. Bon, j'en ai fait un aussi, bien sûr, pour détailler les outils. Voilà, donc j'en ai terminé. Maintenant, si vous avez des questions, on peut prendre le temps. Bon. La première question est toujours la plus difficile. C'est pas une question. Et je voudrais rajouter une chose, c'est que faire du développement, de la recherche comme ça, il faut une équipe. Comme on dit toujours, il y a plus dans 2, 3, 4 têtes que dans une. Tout à fait. Et on a le cas, moi j'ai eu le cas d'un opérateur qui nous a quitté pour se mettre à son compte en bureau d'études. Au bout d'1 an et demi, il est revenu parce qu'il était complètement stressé, il n'avait rien sorti du tout et il s'est sclérosé complètement. Ah oui, complètement, oui. C'est vrai que le brainstorming, bon, ça fuse et ça peut pas mal. Ouais. On peut tout... Ça pose des pas mal de solutions. Tout à fait. On peut tout à fait utiliser des méthodes plus structurées en équipe. Ça marche très bien aussi. Non, mais c'est bien. Moi, je suis venu par curiosité parce que TRIZ, c'est rien du tout. C'est normal. Et ça permet de filtrer des choses qui sont pas facilement, qui viennent pas, qui sont pas innées. Oui, tout à fait. Dans nos cultures, on a du mal à se lâcher, à être créatif. Oui, peut-être. Ouais. Je sais pas. Bon, nous, on a un cas particulier parce qu'on crée avec les 140 produits différents. D'accord. Et j'ai une équipe qui est assez. Voilà, ça vient avec l'habitude. Ça vient avec l'habitude. Oui, tout à fait. Mais l'écriture, la problématique de base est très importante. Oui, complètement. L'intérêt de TRIZ dans cette écriture du problème, c'est que ça vous fournit des grilles de lecture. On vous dit, essayez de voir le problème comme étant une action voulue. Enfin, essayez de voir le début de solution comme étant une action voulue. Essayez de voir le problème comme étant des boutons de réglage que je ne sais pas ajuster au bon niveau parce que si je les bouge d'un côté, ça me favorise, mais ça me défavorise sur un autre aspect. Donc essayez de le voir d'une façon différente. Et moi, je vois TRIZ par rapport aux autres méthodes de créativité comme étant un truc qui nous aide à voir différemment. J'irai pas dire qu'elle est plus efficace que d'autres. J'irai dire qu'elle est différente et elle est intéressante parce qu'elle est différente. Et puis une autre chose aussi, c'est que quand on commence à chercher quelque chose, surtout pas se mettre à plan de recherche, il faut ouvrir à 360 degrés. Voilà, effectivement, il faut se laisser la possibilité de diverger, d'explorer plein de solutions. Ouais. Comme on dit, pour me dire des conneries, il faut en trouver. Entièrement d'accord. Oui, tout à fait. Bon, on a payé, c'est pour ça que ça nous a servi de leçon. Ouais. On apprend vite. Hein. Quand on prend des coups de pompe avec les personnes, on apprend vite. Profitez aussi de l'expérience, hein, c'est effectivement ça. Ça vaut le coup. Enfin, surtout dans nos époques où on favorise la productivité. On vous demande d'être productif tout de suite, on vous demande de produire des idées, de les développer, de montrer qu'elles fonctionnent, de justifier votre salaire. On vous le demande immédiatement. Et donc, on a tous envie, quand on est ça, il y a un stress, hein, on a tous envie d'aller tout de suite aux solutions. Et en faisant ça, on oublie de s'ouvrir l'esprit, de regarder. Peut-être que la solution, elle n'est pas là où on l'imagine, mais un tout petit peu à côté. Et ça vaut le coup de prendre le temps
parce que ce n'est pas des méthodes longues. Ça vaut le coup de prendre une journée ou deux dans un bureau d'études sur un programme de plusieurs mois ou plusieurs années. Vous prenez une journée ou deux, c'est pas grand-chose, ça va vous coûter un peu d'argent, vous n'êtes pas capable de savoir ce que ça va vous rapporter, mais souvent ça vaut le coup de le tenter. Donc, et vous-même dans vos recherches, si vous êtes dans un projet, au lieu de foncer directement à la solution, prenez le temps de vous freiner et puis de dire quelles sont les solutions alternatives. Avec des recherches un peu structurées, ça aide, mais c'est d'abord un état d'esprit. Si vous avez, les méthodes structurées vont vous forcer à vous ouvrir. Si vous n'avez pas ces méthodes structurées et que vous vous forcez vous-même, ça va marcher aussi. D'autres questions? Moi, je ferais quand même une observation, c'est que pour utiliser la méthode, c'est quand même utile de faire appel à un consultant, éventuellement vous, si vous, parce que c'est quand même des méthodes qui, pour se les approprier, ça prend quand même oui, alors un certain temps. Effectivement, je suis plus dans une logique. Alors, vous avez tous les types de consultants. Moi, je suis plus dans une logique de formation-action, c'est-à-dire que ce qui m'intéresse, c'est pas de résoudre un problème donné, c'est de donner à celui que j'ai en face de moi, lui donner des grilles de lecture pour pouvoir faire, non pas ce que je fais, mais peut-être en faire que 70-80%, mais c'est déjà énorme. Donc je suis plus dans ces logiques de formation-action. C'est aussi mon côté enseignant. Maintenant, si vous voulez, si vous avez un problème dur à traiter avec des consultants qui s'engagent à faire ce métier, sans forcément vous donner le savoir-faire derrière, bon, ben, on peut vous donner des adresses, c'est pas un souci. Mais là, je suis plus dans une logique de formation des personnes. Tout mon boulot depuis plusieurs années consiste à essayer de démystifier la méthode, de vous dire c'est pas un truc compliqué, ok, c'est un truc différent, c'est un truc dérangeant, c'est pas un truc sur lequel vous irez naturellement, ça va vous questionner, ça va vous remettre en cause. Oui, mais c'est pas forcément très compliqué et ça vaut le coup de le faire. Et on n'est peut-être pas forcément obligé de prendre toute la méthode dans toute son ampleur, mais simplement de prendre les petits bouts qui vous intéressent. Ça c'est ma démarche. Moi, je l'ai vu appliquer dans certaines entreprises et c'est vrai que ça ouvre le champ des possibles d'une façon assez intéressante. Et puis, ça a aussi beaucoup d'avantages d'aller chercher des technologies dans un secteur d'activité pour l'appliquer à un autre secteur d'activité auquel on n'aurait pas forcément pensé. Un consultant m'avait cité un exemple. Il y avait une mission sur Mars qui consistait à aller poser un engin sur Mars. Les 3 missions précédentes, l'appareil s'était écrasé, etc. On leur a dit, cette fois-ci, vous n'avez pas le droit à l'erreur et on vous diminue le budget par 4. Et en fait, ils ont réussi parce qu'ils ont changé complètement leur méthode habituelle avec des rétrofusées, etc. Et ils ont mis des ballons autour. Et là, l'engin a rebondi 4 fois sur la planète et puis s'est posé tranquillement, sans dommage. Donc, voilà, c'est en changeant quelquefois complètement la donnée du problème, on arrive à trouver des solutions. Mais il faut accepter l'idée qu'on ne contrôle plus la position où l'engin atterrit. Votre ballon, il va rebondir à un endroit, vous ne savez pas trop où il va aller. Mais si vous acceptez que cette donnée ne soit pas importante, bah le truc il va rouler, à un moment donné il va s'arrêter, il va se dégonfler. J'ai une question. Comment vous voyez le futur de TRIZ? Parce qu'on peut voir quand même pas mal d'applications logicielles, notamment je pense qu'il y a quand même pas mal de parallèles avec l'intelligence artificielle, parce que c'est quand même une méthode procédurale qu'on peut implémenter dans le système. Donc j'imagine qu'il y a quand même des évolutions plus tard de cette méthode-là, et vous la voyez comment? À titre personnel, je ne la vois pas, parce que je considère que ce qui se passe dans la tête d'un bonhomme est plus important que le logiciel. Maintenant, vous avez entièrement raison, j'ai des collègues qui développent des outils logiciels là-dessus, et notamment des outils de data mining. Avec du data mining, si vous analysez une phrase, typiquement dans des corpus de brevets,
Alors pourquoi les brevets? C'est parce que les brevets sont une mine d'informations à la fois très riche, très construite, accessible et puis structurée. Donc vous prenez les phrases dans un brevet, vous repérez les indicateurs de syntaxe. Chaque fois que vous avez une indication qui vous dit telle solution sera intéressante, mais il y a une contradiction, je le sais. Donc vous repérez la contradiction et ça peut se faire automatiquement. Donc vous avez comme ça des suffisamment ou pas trop ou optimisé, etc. C'est des trucs qui nous orientent vers le fait que dans un système il y a des compromis. S'il y a compromis, il y a contradiction. Donc oui, on sait automatiquement extraire des données. Il y a des travaux de l'équipe de Strasbourg qui sont assez bluffants là-dessus. Vous prenez un corpus de brevets et vous identifiez des réseaux de contradictions avec plusieurs centaines de contradictions. Ouais, tout à fait, ça se fait. Je pense que ça a un avenir assez prometteur, mais maintenant je considère qu'un produit à un instant donné, il est toujours spécifique. Mais c'est l'analyse de tous les paramètres qui peuvent être longs, au final. Ouais. Parce que c'est ça qui est la procédure intelligente, mais il y a quand même une analyse qui est longue, et la connaissance aussi des paramètres. Oui, mais honnêtement, vous prenez un ingénieur bureau d'études ou un technicien bureau d'études, son produit, il le connaît. Vous lui demandez quels sont les paramètres clés, il va pouvoir vous les sortir. Alors parfois, il n'est pas très loquace, il faut lui tirer les verres du nez. Mais justement, en faisant la différence entre les causes et les conséquences, on y arrive assez facilement. On arrive à reconstruire ces réseaux de relations de cause à effet, même à la main. Et si ça prend 30 paramètres en bas, 25 en haut, et puis des flèches dans tous les sens, bon, ça va nous occuper pendant 2 heures ou 3 heures. Mais on a déjà formalisé beaucoup de choses, et on saura ensuite sur quels paramètres il faut tirer. Donc, même à la main, sur papier, ou avec un bête logiciel graphique, il y a déjà moyen d'avancer beaucoup. Je ne crois pas non plus au logiciel parce que on nous a vendu, au début de Trees, on nous a vendu des logiciels qui ont coûté de l'argent, ça c'est clair, mais qui souvent étaient là pour simplement nous donner de l'information sur des principes. Et ça, il n'y a pas de valeur ajoutée dans un logiciel. Vous tapez maintenant les principes sur Internet, vous les avez, ils sont gratuits. La valeur ajoutée, elle est bien dans la phase d'analyse. Et donc, bon, alors, on est dans une dialectique, hein, les outils d'analyse peuvent vous aider à analyser, en particulier quand vous êtes face à quelque chose de relativement complexe. Parce que démêler un réseau complexe de relations de cause à effet, c'est pas forcément simple. Hein. Enfin, c'est mieux avec un outil que sans outil. Maintenant, l'outil logiciel lui-même, il va vous permettre de reformuler ce que vous lui rentrez dedans. Alors que les grilles d'analyse, notamment les outils dont je n'ai pas parlé, là, les lois statiques, c'est des trucs qui vont vous aider à reconnaître, non pas analyser, mais à reconnaître les paramètres influents. Les trucs que vous n'auriez pas rentré dans le logiciel au départ. C'est une combinaison des deux qu'il faut. Et c'est vrai que le logiciel, il fallait quand même une bonne semaine pour le prendre en main, quoi. Oui, en plus, il fallait du temps pour le prendre en main. Et si on ne l'utilisait pas régulièrement, on perdait l'acquis. Ouais. Mais c'est une question de posture. Enfin, encore une fois, quand vous avez un vendeur de logiciel qui va vous démontrer toutes ses capacités d'un logiciel, oui, vous avez le droit d'y croire aussi et il va vous aider. Si vous avez un consultant qui vient pour payer une prestation, il va vous aider aussi. Moi, je suis plutôt dans la posture de celui qui va vous faire réfléchir et plutôt enseigner, diffuser. Et on n'est pas tout à fait dans les mêmes postures, mais chacune des postures est intéressante. Sur les logiciels, je fais aussi un parallèle. Alors ça a beau être une analogie, j'aime bien les analogies. Je fais un parallèle avec les logiciels d'analyse fonctionnelle. Les outils qui vous aident à rédiger un cahier des charges. Ils sont fantastiques, ils sont bien structurés, etc. Mais ils ne savent que vous remettre en forme les informations que vous rentrez dedans. Vous formulez mal une fonction, le logiciel va vous l'apprendre. Parce qu'il n'a aucune intelligence qui vous permet de dire cette fonction elle est bien ou mal formulée. Et c'est pareil là-dessus. Vous formulez mal une contradiction, le logiciel va vous l'apprendre. Alors qu'avec un peu de réflexion, on va pouvoir se rendre compte si elle est bien ou mal formulée. Moi, je suis plutôt pour la complémentarité. Enfin, la complémentarité et puis
ne pas oublier qu'on a beaucoup de problèmes simples et que pour ces problèmes simples, on n'a pas besoin d'un logiciel si on fait l'effort d'être un peu futé. Et je prétends pas traiter les problèmes difficiles. C'est ça aussi. D'autres questions? Bon, bah écoutez, Monsieur Chouillet, je vous remercie beaucoup de votre présentation. Ouais, non, on peut terminer aussi avec un truc que j'aime bien, ça s'appelle conversation structurée. C'est en 3 temps. Premier temps, est-ce que vous avez aimé ce que je vous ai dit? Réfléchissez-y 2-3 secondes. Sur une échelle de 1 à 5, vous êtes plutôt autour de 5, plutôt autour de 1 ou 0? Combien? J'avais dit moins 5, mais je plaisante. Qui en conception là, parmi les étudiants? Ce sont les étudiants qui sont en alternance, donc qui ont différents objectifs dans les entreprises, et qui seraient plutôt en bureau d'études, conception et parmi vous. Et pour vous, Un bon tiers. ça vous donne envie d'en parler à votre maître d'apprentissage? Plutôt aimé, plutôt pas aimé? Ouais, non, c'était bien. Mais quand je vois comme ça part dans tous les sens, des fois où je travaille, je me dis qu'une méthode pour restructurer les idées, c'est ça. Alors là, on attaque la deuxième phase. Pourquoi vous avez aimé? Ou pourquoi vous n'avez pas aimé? Vous me dites là, parce que ça permet de cadrer. Ouais. Même le client, des fois, il faudrait pouvoir le cadrer et le mettre dans la même longueur d'onde. Ouais, il y a des fois des clients qui ne sont pas faciles à cerner, oui, tout à fait. Non, mais attention, hein, quand on crée des produits, il faut savoir diriger le client. Ouais, Si le client il vient avec une idée, c'est surtout pas ça qu'il faut prendre. Après, ça veut que je lui dise. Je crois que vous étiez sur la même longueur d'onde. Hein. Oui, non. Pas de souci. Mais quand ça part au démarrage, à chaque fois qu'il y a un nouveau produit, on est 3 ou 4 dans l'entreprise, c'est sûr que ça part tous azimuts. Il faut surtout écouter toutes les conneries de tout le monde. Parce que là-dedans, après, il y a une synthèse qui se fait au fur et à mesure. Le client, souvent, il a des très bonnes idées, mais il n'a pas le budget pour payer cette idée. Il faut arriver au même résultat, mais moins cher. Il n'y a pas le budget, des fois, c'est infaisable. Tout à fait. Il y en a qui arrivent avec une échelle pour monter sur la lune. Oui, tout à fait. Et puis normalement, on termine par la troisième question. Qui a envie d'essayer? Mais ça, je vous la laisse pour vous. Merci beaucoup. On va terminer là. Merci à tous.